Je l'ai souvent dit au cœur de mes vidéos, on peut diviser le cinéma de divertissement américain en deux catégories. Et ces deux mêmes catégories ont connu un bouleversement majeur au cœur des années 90. La première catégorie est une de celles que le public et les cinéphiles adorent, pour la simple et bonne raison qu'elle est celle d'un divertissement qui cherche à être profond, à être intense et surtout un minimum réfléchi. Et souvent lorsque l'on a envie de voir une œuvre un peu novatrice, ou en tout cas qui sort un peu de l'ordinaire, c'est vers cette catégorie que l'on va avoir tendance à se tourner directement. Et puis, il y a celle moins reluisante et moins juste, qui est celle du divertissement crétin. Un peu de série B, mais pas toujours, car il peut étonnamment être assez juste et donner lieu à des œuvres surprenantes et déjantées qui font toujours plaisir à voir lorsqu'on n'a pas forcément envie de trop réfléchir et de se pencher sur une œuvre trop complexe ou trop dense à analyser, ou à mettre en relief. Et c'est peut-être pour cela que cette deuxième catégorie a littéralement explosé au cœur de cette décennie, et que du coup aujourd'hui elle semble avoir le droit à un joli revival. Et le fer de lance de ce divertissement est né pile au milieu de cette décennie, et a donné naissance non seulement à un film plus ou moins culte, mais surtout à un réalisateur de légende. Crétin, dans le bon sens, car à mes yeux, lorsque l'on décide de confier au publiciste Michael Bay en 1995 la réalisation d'un buddy movie autour de deux flics dans la ville de Miami qui vont essayer de démanteler un cartel de drogue, personnellement, j'adhère à l'idée. Et j'ai envie de voir ce que cela peut donner. Le résultat, on le connaît déjà tous, puisqu'il a propulsé Michael Bay en tête des réalisateurs bankable de cette décennie, cela lui a ouvert les portes d'Hollywood, et surtout, cela a permis à ce cher Will Smith de devenir l'acteur qu'il est aujourd'hui. Mine de rien, le fait qu'aujourd'hui nous ayons droit à un revival de cette saga, c'est avant tout parce que Will Smith avait envie de le faire. Et surtout avait envie de remettre sur le devant de la scène ce qui l'avait rendu célèbre, et même si on peut remettre pas mal de choses en cause sur ce diptyque, la présence de l'acteur est tout de même un sacré gage de qualité, celui-ci se donnant littéralement à fond pour son personnage. Avant d'être évidemment une reconception un peu crétine, mais culte du cinéma d'action, le diptyque Bad Boys est avant tout la naissance de deux acteurs de légende, et en plus, l'appropriation d'Hollywood par un petit génie du cinéma d'action. Et donc, en 1995, Michael Bay sort cette petite bombe, un film d'action complètement déjanté qui deviendra le long métrage culte que beaucoup connaissent aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est littéralement à partir de ce moment-là que la presse s'est également rendu compte qu'elle avait un impact sur les chiffres au box-office d'un métrage, la presse ayant littéralement assassiné le film, mais le long métrage rapportant une jolie somme pour le studio. Bien au-delà de son aspect très années 90, bien au-delà de son côté très over the top, si cher aux cinéastes américains, bref, bien plus loin encore que cette histoire pas forcément toujours très fine, il y a un vrai savoir-faire sur ce métrage, et c'est cela qui rend Bad Boys, premier du nom, culte, jouissif, déjanté, purement et simplement cool, et génialement abusif dans sa manière de mettre en scène l'action. Personnellement, c'est ça que j'aime moi au cinéma. Voir un peu de délire, un peu de folie, un brin de bêtise, mais surtout du savoir-faire et un peu d'abus dans les effets que le cinéma propose d'utiliser. Si l'on peut trouver mille et un reproches à faire à ce film d'action complètement débile et régressif, il est une chose qu'il est indéniable, c'est que c'est putain de jouissif. Ce qui est un peu moins le cas du second volet. Sorti 8 ans plus tard, en pleine croissance de la carrière de Will Smith et Martin Lawrence, ce second volet est la preuve que parfois, en faire un peu trop n'est pas forcément une bonne chose. Et si le premier long métrage était une petite tuerie, par le biais de son humour décomplexé, de son abus de certains effets, ce deuxième volet va beaucoup trop loin dans beaucoup trop de choses, dans beaucoup trop d'effets et dans beaucoup trop d'éléments pour réussir à totalement convaincre. Michael Bay s'amuse encore une fois avec ses personnages, mais il aurait peut-être dû un peu plus bosser son tout parce que là, littéralement, pour le coup, on est sur un ensemble qui ne tient pas vraiment la route et qui, pire que tout, ne réussit pas à garder une certaine forme de cohérence par rapport à ses personnages. Et si on aurait pu pardonner beaucoup de choses à ce métrage, son montage catastrophique nous empêche d'aller dans cette direction et c'est bien dommage. Parce que cette suite aurait pu être littéralement la suite la plus épique du cinéma d'action bis et crétin de ces années-là, mais à la place, c'est tombé complètement à plat. Nous avons donc
2 films réalisés par le même bonhomme, donc ici il sera beaucoup plus simple de coordonner l'analyse en fonction de ces 2 métrages. Michael Bay avait envie de nous offrir un objet de cinéma fascinant et passionnant avant d'en faire une œuvre étonnante, car si le premier long métrage s'est imposé comme une petite pépite pour beaucoup de spectateurs, le deuxième film fut littéralement et certainement à juste titre boudé par ce même public qui semblait avoir été séduit par l'expérience du premier métrage. Michael Bay en a fait les 2 archétypes, l'un équilibré et l'autre abusif, d'une période entière du cinéma américain, construisant ce qui allait faire sa réputation avec le premier et allant dans la caricature avec le deuxième, démontrant simplement que le cinéaste américain, contrairement à aujourd'hui, ne possédait pas tous les outils nécessaires pour prendre le recul nécessaire qui lui permettra ensuite récemment de faire des films cultes et intelligents comme No Pain No Gain. Parce qu'à cette époque, celle du premier comme du deuxième d'ailleurs, Michael Bay n'était pas considéré comme un cinéaste, encore moins comme un auteur. Michael Bay était juste Michael fucking Bay. Hi, I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers, and I demand things to be awesome. Il est indéniable que le premier long est une œuvre qui possède tout pour devenir culte. Un comique décomplexé mais jouissif, si cher aux années 90, des scènes d'action complètement folles qui donneront des idées à Michael Bay pour son deuxième long métrage derrière, et 2 acteurs qui veulent percer et qui crèvent littéralement l'écran. Ce qui permet au tout de sonner comme une parfaite synthèse de cette époque, en même temps qu'une petite dose de fraîcheur en termes de simplicité cinématographique et de construction de l'action au sein d'un cadre. Mais en face, le deuxième long métrage est la synthèse parfaite de la fin de cette époque, et cela fait un peu mal, je suis d'accord, mais il faut être honnête avec ces films, et ne pas non plus se bercer d'illusions quant à la base même de ces œuvres, et en ce sens, ce deuxième volet est simplement un épisode qui ne comprend pas comment jouer avec le spectateur, et surtout, comment développer tout ce qu'il faut pour emmener ce même spectateur dans la direction de base d'un divertissement, démontrant simplement un immense manque de recul de la part de Michael Bay. On comprendra alors donc aisément pourquoi on n'a pas du tout entendu parler du couple de flics le plus crazy de Miami pendant plus de 15 ans quand même. Le projet remonte à tellement longtemps qu'il a connu de nombreuses, voire beaucoup trop nombreuses peut-être mains différentes derrière lui. Joe Carnahan devait s'occuper du long métrage jusqu'à ce que, comme avec Death Wish, on décide de littéralement l'évincer du projet et de proposer à Adil El Arbi et Bilal Fallah de reprendre celui-ci, ce qui personnellement me donne envie de sourire dans le bon sens. Certes, les 2 cinéastes belges n'ont peut-être pas forcément l'expérience nécessaire pour pleinement saisir ce qu'ils ont entre les mains. Mais tout de même, l'idée de voir ces 2 auteurs passer aux commandes d'un blockbuster de ce genre après le petit coup de peps qu'était Gangsta, ça me donne envie de croire qu'un peu de folie flamande pourrait donner ce qu'il manquait au projet, combiné avec le scénario certainement intéressant de Carnahan et le retour en tant qu'acteur de Martin Lawrence sur le devant de la scène. Un bon petit paquet de choses, finalement assez réjouissantes. Pour peut-être donner lieu à un pur nanar, ou alors, sait-on jamais, un petit plaisir comme Hollywood semble nous en offrir régulièrement en ces temps immémoriaux. Et finalement, ce serait pas si mal que ça peut-être.